milliers et des milliers d'heures de travail au cours des 8 dernières années qui vont bientôt aboutir Est-ce dans que la... XAPI est présent dans cette nouvelle Mais version? en gros, l'anonymisation d'utilisateur, ça veut dire qu'on supprime son nom, son email, le standard lui-même définit comment stocker les données. On supprime un cours, par exemple, sans faire exprès. C'est quand même bien de pouvoir le récupérer, surtout quand il y a des centaines d'heures de travail dessus. Ce projet est propulsé par l'association et le logiciel Chamilo. Bonjour Yannick. Bonjour Damien, comment ça va? Écoute, ça va bien. On va parler un petit peu de Chamilo pour changer aujourd'hui. Du coup, on va s'intéresser un petit peu aux nouvelles fonctionnalités de la version de Chamilo euh, qui est sortie et qui va sortir au mois de juillet pour l'Alpha 3. Donc j'ai entendu parler qu'il y avait une évolution au niveau des messages de la plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie? Donc d'abord au niveau des messages, ce qu'on fait c'est qu'on rajoute la notion d'étiquette. Donc on va pouvoir utiliser des étiquettes sur les messages qui vont nous permettre de classer les messages par sujet, par grand sujet. Et ça donc au niveau du prof qui fait le suivi, ça c'est super intéressant puisque avant l'outil message sans ça, ça devient un petit peu fourre-tout, les notifications pour un peu tout, et donc on invite des grandes quantités de messages. Le fait de pouvoir les catégoriser par étiquette, ça permet vraiment d'aller plus vite dans le travail qui se fait sur le suivi. Pour prendre un exemple, par exemple, on va pouvoir avoir un onglet pour les messages devoirs, un onglet pour les messages qui sont liés aux documents, par exemple. Ça rejoint un petit peu les fonctionnalités qu'on a dans Zimbra ou Outlook, par Ça exemple. reste pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'étiquetage automatique. C'est toi qui décides quelle étiquette tu mets sur quel message. Donc c'est plus pour une révision postérieure. Vraiment classifier tes messages. Peut-être qu'à l'avenir, on mettra automatiquement certaines étiquettes prédéfinies. La possibilité est là, quoi. Avec la fonctionnalité qui est là maintenant, ça nous permet vraiment de faire ça sans gros efforts supplémentaires. On a aussi la possibilité d'envoyer des messages à plusieurs personnes et de répondre aux messages à plusieurs personnes. Donc ce qu'on pouvait faire dans le Chameleon 1, c'était dans les annonces, dans l'outil d'annonce par exemple dans un cours, on envoyait en fait une annonce à plusieurs personnes par email et c'est de l'arriver aussi dans la boîte de messagerie sur la plateforme. Maintenant, on peut aussi faire en sorte que les personnes, ça dépend un petit peu des circonstances, mais on peut envoyer un message directement depuis l'outil de messagerie vers plusieurs personnes, et ces plusieurs personnes peuvent répondre à ces plusieurs personnes qui étaient en copie, quoi. Et donc on commence à avoir un espace d'échange plutôt qu'un canal, je vais dire, assez limité, quoi, en bande passante de messagerie. Voilà, et on a aussi réglé un problème qui devenait un vrai problème dans Chameleon 1, qui est que les messages dans Chameleon 1, quand tu mettais des pièces jointes et que tu envoyais, donc par exemple une annonce, tu envoyais une annonce avec une pièce jointe, la pièce jointe en fait était envoyée évidemment à chacun des destinataires, mais dans la messagerie, elle était conservée autant de fois qu'il y avait de destinataires. Donc si tu envoyais un message avec une pièce jointe de 20 mégas, ce qui est de plus en plus courant maintenant, et que tu envoyais ça à 50 personnes qui étaient dans ton cours, tu avais tout de suite 1 giga d'espace occupé sur le serveur par cette messagerie, parce que le document adjoint était adjoint dans chacun des messages copiés. Alors ça, c'est plus le cas. On garde bien une seule version du document. Et donc, tant que le message n'a pas été supprimé chez tout le monde, le document lui-même reste stocké dans l'outil de messagerie, mais il est accessible par tout le monde de la même manière. Donc, c'est plus une copie pour chacun. Tout à fait, c'est écologique, mais ça diminue, c'est aussi économique, parce que au niveau utilisation d'espace, en fait, aujourd'hui, dans les offres d'hébergement qu'il y a, c'est souvent l'espace qui coûte le plus cher. C'est-à-dire on peut facilement partager des processeurs entre plusieurs serveurs au travers de la virtualisation, etc. Mais on ne peut pas facilement partager de l'espace. Parce qu'évidemment, une fois que tu as stocké un document, tu ne peux pas réutiliser ce même document-là pour d'autres ou dire que l'espace que tu as utilisé là n'est pas partagé, n'est pas utilisé, comme ça tu peux stocker un autre document à la place, quoi. Ça marche pas. Et donc l'espace reste un des éléments les plus chers en termes d'hébergement.
Donc c'est écologique et économique. Alors écologique, du coup, bah, vu que c'est économique aussi, il faut bien penser que ça utilise moins d'espace. Donc à force, ça utilise moins de ressources. Et tout ce qui utilise moins de ressources, in fine, ça devient plus écologique puisque, a priori, t'es plus humble, plus économe à ce niveau-là. Il faut penser aussi aux sauvegardes, parce que si on a 1 gigaoctet de documents, c'est 1 gigaoctet de documents qui sont sauvegardés aussi, donc ça fait 2 gigaoctets. Ça fait parfois beaucoup plus, donc il faut savoir que les backups, généralement, il y a des politiques de prise de backup. Et donc si tu as une stratégie de dire, bah voilà, c'est un backup par jour pendant une semaine, et puis un backup par semaine pendant un mois, et puis un backup par mois pendant 3 mois, ce qui est souvent une politique utilisée, ben en fait tu prends 12 à 13 copies de ce même giga, quoi. Alors tu as des techniques de compression, etc. Tu mets ça sur des stockages qui ont des disques moins rapides, etc. etc. mais n'empêche, 1 giga utilisé est égal à plus ou moins à 12 ou 13 gigas stockés. Alors les backups, ça veut dire sauvegarde, restauration Oui. en anglais. Effectivement, c'est très important, puisque si on supprime un cours, par exemple, sans faire exprès, c'est quand même bien de pouvoir le récupérer, surtout quand il y a des centaines d'heures de travail dessus. Et ça nous amène à une autre fonctionnalité de Jamilo. Donc dans Jamilo 2, tu peux maintenant supprimer des utilisateurs sans vraiment les supprimer. C'est-à-dire qu'ils sont désactivés, ils apparaissent dans une liste séparée dans l'administration. Mais tu dois aller, si tu veux vraiment les supprimer, tu dois aller dans cette liste-là et dire je veux vraiment les supprimer maintenant, sinon tu peux quand même les restaurer par la suite. Une fois supprimés, ces utilisateurs-là n'ont plus accès à la plateforme. Mais le truc, c'est que quand on supprime un utilisateur, en fait, comme Jamilo, au final, c'est une application assez sociale, dans le sens où il y a des interactions entre les utilisateurs et entre les cours et les utilisateurs. Bah, tu vas avoir des utilisateurs qui vont envoyer des images, par exemple, dans les forums. Quand tu supprimes l'utilisateur, qu'est-ce que tu fais avec les images? Alors c'est une question, ça a l'air bête comme ça, mais en fait c'est une question très compliquée à gérer, puisque l'utilisateur, si on le supprime, il y a toutes des règles maintenant au niveau du règlement général de protection des données, la RGPD. Techniquement, si ces images ont quelque chose de personnel, de personnellement identifiant par rapport à l'utilisateur, il faudrait les supprimer. Mais si tu as un forum avec 40 personnes qui interagissent et puis tout d'un coup tu supprimes tous les messages d'une personne, tu as souvent une incohérence. Tu comprends juste pas à quoi cette autre personne a répondu. Parce que tu veux, tu as un petit truc qui dit message supprimé, etc. Qu'il faut gérer. Donc en supprimant, mais en fait pas tout à fait l'utilisateur, on le désactive de la plateforme, on le garde là, on peut toujours l'anonymiser en termes de RGPD, etc. Il y a je veux dire, la gestion qu'il y a à faire des ressources qu'il a envoyées n'est pas si simple. Il faut, à ce moment-là, en fait, quand il est désactivé comme ça, on pourra en profiter pour aller explorer justement toutes les ressources qu'il a envoyées. Surtout que, pour rejoindre là-dessus, Chamilo était d'un des premiers LMS à intégrer un réseau social. Oui, tout à fait. Le Ce premier. qui crée effectivement un fil personnel par rapport à un fil habituel. Chose qui a été suivie par les autres LMS par la suite. Donc, ce qui donne encore plus de données personnelles par rapport à une plateforme qui n'a pas de réseau social. Tout à fait. Donc il y a la possibilité, ça c'est déjà dans le Jamilo 1.11, d'anonymiser des utilisateurs. Alors elle a été améliorée dans le Jamilo 2, mais en gros l'anonymisation d'utilisateurs, ça veut dire qu'on supprime son nom, son email. Et donc dans Jamilo 2, on supprime aussi enfin on anonymise, on supprime pas, on remplace par une chaîne de caractères. En fait, pour ne pas pouvoir reconnaître l'utilisateur, identifier les pages de l'utilisateur, parce que c'est ça, hein, c'est des données personnelles, donc si on ne sait pas l'identifier, il n'y a pas de problème. On rajoute aussi dans Jamilo 2 le nettoyage des champs extra, donc les champs de profil additionnels qu'on a stockés sur les utilisateurs. Maintenant, en fait, dans les champs de profil, on a une case à cocher qui indique si le champ, quand on définit le champ, qui indique si le champ peut contenir des informations personnelles. Et dans ce cas-là, il va être remplacé par des caractères aléatoires au moment d'anonymiser l'utilisateur. L'anonymisation des utilisateurs sur une plateforme LMS, c'est important. Pourquoi? Parce que si on efface réellement l'utilisateur, on perd aussi son suivi. Alors son suivi, c'est pas très grave si on a supprimé l'utilisateur lui-même. Parfois, on a des obligations en tant qu'institution de conserver les données de l'utilisateur pendant un certain temps, mais du coup, on peut pas l'anonymiser. Mais à partir du moment où on l'anonymise,
on garde quand même son suivi, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui c'était, mais dans le contexte d'un cours où il y avait 50 utilisateurs, par exemple, en anonymisant l'utilisateur, on ne change pas la moyenne des utilisateurs. Donc si tu avais un utilisateur qui avait 0 partout, tu as une moyenne pour tout le cours de score des étudiants qui est de 80% par exemple. Si tu supprimes ce gars qui avait 0 partout, si tu le supprimes réellement, tu supprimes toutes ces données, du coup, la moyenne augmente, tu vois, la moyenne du cours. Même si c'est un ancien cours qui a déjà été fermé, enfin, il a déjà été terminé, tu veux pouvoir analyser les statistiques du cours il y a 2 ans, par exemple, parce que tu voudrais peut-être les comparer avec les statistiques d'aujourd'hui, enfin du même cours aujourd'hui. Et donc, si tu supprimes des utilisateurs, tu as ce premier effet négatif. Un deuxième effet négatif potentiel, puisqu'on n'exploite pas vraiment ça, bon, c'est du logiciel libre, donc chacun en fait ce qu'il veut, mais on a de plus en plus d'intérêt par rapport au fait d'exploiter les données qui sont stockées par Chameleon au travers de systèmes d'intelligence artificielle. Pour les entraîner en fait à comprendre comment travaillent les utilisateurs, etc., et essayer de l'optimiser leur méthode d'apprentissage. Donc on travaille par exemple avec la région de Nouvelle-Aquitaine qui était intéressée par ce sujet-là pour savoir si effectivement ils pouvaient exploiter les données d'apprentissage sans pour autant exploiter des données personnelles. On n'a pas besoin de savoir qui c'est, on a besoin de connaître des moyennes, je veux dire des tendances d'apprentissage, etc., quoi. Est-ce que ça rejoint un petit peu... je vais faire une aparté hein, sur XAPI. Donc, il y a XAPI qui avait été, qui est une norme hein, Oui. de stockage assez verbeuse pour stocker un petit peu toutes les données, tous les micro-événements d'une plateforme afin de pouvoir les analyser. Est-ce que XAPI est présent dans cette nouvelle version? De ton expérience sur le terrain? Parce que de ce que j'observe, XAPI est très peu utilisé sur le terrain. Tout à fait. C'est toujours très peu utilisé. Alors, le problème en fait d'XAPI, c'est qu'il manque une couche. Le standard lui-même définit comment stocker les données. Si par rapport à ça ou pour être plus précis, pas très restrictif. Il manque une couche sur XAPI. Il manque une couche sur XAPI, c'est-à-dire qu'on définit un standard qui permet en fait de spécifier un vocabulaire à utiliser pour stocker des actions. C'est des phrases, hein. Sujet, verbe, tu dis Yannick a lu ce texte-là, par exemple. Ou Damien a passé l'examen. Voilà. Et donc c'est ça en fait, c'est le vocabulaire qu'on utilise pour stocker les événements de XAPI. Et le problème en fait, c'est qu'il n'y a absolument aucune définition de comment exploiter ces données-là pour les présenter de façon utile à l'utilisateur. Alors je soupçonne que ce sont des personnes assez connaisseuses et qui ont vu directement une opportunité par rapport à une technologie future qui était l'intelligence artificielle. Et donc ils ont fait ça pour justement permettre une exploitation au travers de moteurs de LLM, etc. Exploiter. Et je voulais corriger une petite chose que tu as mentionnée. XAPI, ça permet de suivre ton progrès ou tes activités dans une plateforme, mais aussi dans plusieurs plateformes. Donc l'idée d'XAPI, c'est que ça vient se connecter à un LRS, un Learning Record Store, d'enregistrement d'apprentissage, qui en fait est censé être indépendant du LMS. Tu peux l'avoir dans un LMS, mais sinon tu as des LRS indépendants. Et alors ce qui se passe avec un LRS, c'est que soit toi, tu gères ton propre LRS, soit ton entreprise, par exemple, pourrait te mettre à disposition un LRS et c'est elle qui enregistrerait toutes tes activités d'apprentissage. Alors, voilà, je pense que XAPI a encore une série de problèmes. Un des problèmes, notamment, c'est que c'est arrivé juste avant le RGPD. Et en fait, ils ont pas trop pensé au fait que, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui veulent pas trop qu'on suive tout ce qu'ils font. Donc voilà, il y a... Et c'est pour rejoindre ce que tu dis, le RGPD est arrivé après la mode du big data. Voilà. Parce qu'il y a eu le big data, il y a eu la réalité, il y a eu le RGPD, il y a eu la réalité virtuelle, et maintenant on est sur la mode de l'IA, qui est une mode bien ancrée hein, quand même. Oui, celle-là, elle va rester. Ouais. Et le big data, c'était XAPI, et XAPI, effectivement, comme tu le dis, il faut un LRS, donc Learning Record Storage, et X, ça veut dire expérience. L'idée, c'est de récupérer la totalité des expériences, que ce soit dans le LMS, dans la salle de classe ou dans le laboratoire. Voilà.
des expériences d'apprentissage. Et l'idée, effectivement, c'est que pour que ça marche, il faut que absolument toutes les plateformes sur lesquelles tu vas soient compatibles XAPI. Et ça, c'est très difficile à fédéraliser. Il faudrait en fait qu'il y ait une entité, je ne vais pas dire toute puissante, mais en tout cas très puissante, qui pousse ça à mort et qui arrive à convaincre tout le monde d'implémenter XAPI chez eux. Alors ça a marché par exemple pour les services web. Tout le monde implémente des services web maintenant parce que c'est clair, l'avantage, tu vois, tu peux interconnecter des systèmes, etc. Ça marchait avec d'autres standards, hein. Disparu quoi. Maintenant, Edge c'est basé sur Chrome. Enfin, l'idée c'est vraiment que, à mon avis, il manque un acteur important qui puisse pousser ça en avant. La question c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce qu'au final on va quand même être tous nos ordinateurs vont être équipés d'agents d'IA qui vont quand même faire le suivi sans devoir implémenter rien du tout. Et donc ce serait peut-être pas nécessaire en fait. Peut-être que le Learning Record Store a de l'intérêt, mais le fait de rendre tout compatible avec XAPI n'est peut-être pas si nécessaire. Oui. Est-ce qu'une telle granularité des statistiques est souhaitable sur une plateforme qui a par exemple 1000 utilisateurs? Je suis pas sûr. Sur une plateforme qui a un demi-million d'utilisateurs, c'est peut-être intéressant d'avoir des statistiques, mais sur 1000 utilisateurs qui passent peut-être 1 ou 2 semaines dans l'année, tu vois, pour prendre l'exemple d'une entreprise privée, par exemple. Bon, l'intérêt à décortiquer les statistiques est plutôt léger. Voilà, tout à fait. Donc il y a une vraie question de légitimité, d'utilité de ce processus XAPI. En fait, comme XAPI est un nouveau standard, ils se sont dit ah ça peut peut-être remplacer SCORM du coup parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'étaient pas très contents avec SCORM. Du coup, ils ont dit ok, on va rajouter un truc qui s'appelle CMI5, CMI5, qui est en fait une surcouche à XAPI qui permet d'enregistrer des spécifiques dans un parcours type SCORM. Mais j'ai encore, enfin là pour l'instant, encore vu aucun contenu qui soit réellement CMI5. Par contre, c'est implémenté dans Chamilo 1 et Chamilo 2. Mais voilà, donc et le problème de ça de nouveau, CMI5, c'est qu'en fait ça enregistre des actions des utilisateurs qui vont dans un Learning Record Store. Donc dans Chamilo 1 et Chamilo 2, on a implémenté en interne un Learning Record Store, donc il n'y a pas besoin d'en installer un séparément. Et puis ça se stocke là-dedans, mais qu'est-ce que tu fais de ces données-là? Très très libre à interprétation. C'est à toi de voir ce que tu fais avec tes données. Les gens n'aiment pas trop devoir faire leur propre rapport tout le temps pour avoir les données qu'ils veulent. Oui, donc voilà, il y a une opportunité, je vais dire, de la part de Chamilo de présenter des beaux rapports qui ont du sens par rapport aux données qui sont stockées. Mais comme on ne sait pas a priori exactement quelles données vont être stockées, c'est très très flou comme objectif pour l'instant. L'API, il est là, il fonctionne dans Chamilo, ça stocke les données, mais ça génère pas de rapport par rapport à ça. On peut travailler, les différents fournisseurs de services de Chamilo peuvent travailler avec vous pour établir des rapports sur base de ces données. Mais voilà, nous on peut pas, au niveau de Chamilo lui-même, le logiciel libre, on ne peut pas vraiment décider pour les utilisateurs finaux ce qui va être utile ou pas pour eux, quoi. Si pour finir, on va aborder un dernier sujet pour cette discussion. On a parlé des documents dans les messages. Les documents étaient quand même stockés au niveau des espaces de cours sur la version actuelle. Je crois savoir que les documents maintenant vont être plus décentralisés. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Alors il y a, juste pour une parenthèse, le développement de Chamilo 2 a été énorme. Milliers et des milliers d'heures de travail au cours des 8 dernières années qui vont bientôt aboutir dans la version stable. Je veux dire, dans ces milliers et milliers d'heures, il y a plusieurs milliers qui sont liés au stockage des documents. Pas seulement, c'est-à-dire qu'on a décidé maintenant de faire quelque chose dont on parlait il y a longtemps, et d'ailleurs il y avait un moment, tout au début de Chamilo, il y a un projet qui s'était lancé, Chamilo LCMS, Learning Content Management System, qui était trop flou à ce moment-là. Il y avait pas, on comprend maintenant, hein, vu que nous on a eu besoin de milliers d'heures de travail pour le faire, on comprend que ça n'est pas abouti ce projet-là. En gros, l'idée c'est de dire que chaque ressource, chaque document, chaque parcours, chaque exercice,
annonce, chaque page de wiki, etc., est une ressource. Et ces ressources sont gérées, on les stocke au même endroit dans la base de données, ou au même endroit dans les répertoires de Chameleon. On leur donne des petits codes, des, des, des suites aléatoires de caractères. En fait, on peut les échanger. Donc on peut dire, bah, en fait, ce document-là, il n'est pas vraiment stocké dans ce cours-là. Si on veut savoir ce qu'il y a dans ce cours, on va dans le cours, et dans le cours, on a les liens vers les différents documents qui sont utilisés. Et si on va dans un autre cours, on peut créer les mêmes liens vers ces mêmes documents, et du coup, on a un même document qu'on n'a pas besoin de maintenir plusieurs fois. Enfin, il est là, c'est un document, et puis on le réutilise simplement. Alors, il faut savoir que dans Chameleon 2, pour l'instant, c'est un petit peu peut-être décevant pour l'utilisateur. Cette fonctionnalité-là va arriver bientôt, c'est-à-dire qu'elle est là dans le système, mais au niveau de l'interface, il nous reste encore quelques petites choses à affiner. On n'aura cette interface que probablement dans Chameleon 2.1, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que déjà dans Chameleon 2, dès qu'on stocke un document, il est prêt pour ça, quoi. Dans les versions qui suivent, on aura juste l'interface qui se rajoute pour gérer ça. Donc par exemple une grande liste avec mes documents à moi, où j'ai tous les documents que j'ai mis dans tous les cours que j'ai enseignés, par exemple. Au niveau de l'interface, ça y est pas encore. On l'a laissé sur le côté pour l'instant parce qu'au final, c'est pas un truc, c'est intéressant, mais c'est pas un truc critique pour que les gens puissent former d'autres personnes. Mais voilà, toute la structure est là, toute la logique est là nécessaire pour faire ça. Alors ce que ça amène, c'est des fonctionnalités assez intéressantes et je veux dire à un certain point amusantes au niveau complexité. C'est que pour ceux qui connaissent la fonctionnalité de multi-URL, on va avoir maintenant en fait la possibilité de placer un document dans une URL et puis de dire ce document-là va être disponible dans les autres URL parce qu'on va réutiliser ce cours-là. Donc on met le document dans un cours, le cours lui-même est réutilisé au travers de plusieurs URL, mais on voudrait une variation de ce document-là par URL. Par exemple, un logo différent sur le document. Donc ça reste le même document, mais en fait on a des X variations. Donc, ici on travaille avec un client qui projette de faire 180 URL. Et donc ils auraient 180 variations pour un même. Il faut imaginer un petit peu plus loin. L'idée ici, c'est pas seulement qu'on puisse mettre 180 versions différentes d'un document qu'on éditerait nous-mêmes, c'est qu'après on pourrait probablement rajouter une fonctionnalité là-dessus qui dit ce que je veux changer par URL, c'est que dans chacun de ces documents, PDF par exemple, l'élément qui s'appelle logo, je veux le remplacer par le logo qui est déjà dans cette URL-là. Donc tu aurais une automatisation complète du processus où tu dirais simplement j'ai ce document-là, mais ce document-là en particulier, je voudrais qu'il soit adapté et qu'il se voit de façon différente dans chacun des portails. Si on prend un exemple un peu plus proche du formateur, est-ce qu'on peut dire par exemple, voilà, moi j'ai les bonnes pratiques pour rédiger mes devoirs, qui est sous forme de PDF. Est-ce que ces bonnes pratiques sous forme de PDF, je les mets dans tous mes espaces de cours, mais in fine, c'est le même document. Et quand je veux changer les bonnes pratiques, je change le même document sur tous les espaces de cours. C'est ça. Ça, c'est la logique finale. La ressource est partagée et du coup, on peut la modifier une seule fois et c'est distribué directement tous les espaces de cours. La raison pour laquelle on n'a pas encore rajouté l'interface pour faire ça, c'est qu'en fait, quand tu y réfléchis, tu vas d'office vouloir faire un truc particulier pour une URL. Tu vois, tu vas dire, ouais, je veux faire ça pour tous mes espaces de cours, ou pour une URL ou pour un espace de cours. Tu vas dire, je veux faire ça pour tous mes URL, mais ah non, mais celui-là, ce cours-là a déjà été fini, enfin est déjà terminé. Du coup, je ne veux pas remodifier a posteriori le document que les étudiants avaient à ce moment-là pour remettre leurs travaux, quoi, tu vois. Parce que sinon, ça n'aura pas de sens. Eux, ils ont mis un travail, et puis le document de base qui a servi comme modèle pour eux à remettre a changé depuis. Non, ça va pas. Donc, tu voudrais, quand tu vas remplacer ce modèle, pouvoir dire à ce moment-là, je veux le remplacer, mais pas sur les cours qui sont déjà terminés, par exemple. Est-ce que sur le multi-URL, donc pour expliquer le multi-URL, en fait, c'est tu as une même plateforme disponible pour plusieurs plateformes à la fois avec des adresses internet différentes en haut, mais C'est on ça, a des une seule domaines. plateforme. Et je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que si on est sur la même plateforme,
On n'a pas ce concept de multi-URL qui peut être un peu obscur pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que finalement, ça fait pas un peu concurrence aux sessions? Puisque finalement, un espace de cours, c'est des documents qui sont réutilisés sous forme d'espace de cours. C'est différent, c'est différent. C'est pas exactement la même chose. Ça ressemble pour certains points. Donc les sessions, en fait, sont une fonctionnalité précurseuse de cet échange, ce partage entre cours. L'idée d'une session, c'est que tu as une fenêtre d'accès sur un cours. Et tu peux multiplier cette fenêtre d'accès pour dire j'ai 100 fenêtres d'accès sur le même cours. On a un exemple très simple à comprendre. On a un institut qui enseigne des cours d'anglais, tout simplement. En Amérique latine, et eux, ils utilisent le même cours Basic One, tu vois, le cours de base numéro 1, et ce même cours-là va être utilisé littéralement dans 100 contextes différents le même mois, quoi. Puis, dans le mois suivant, 100 nouveaux contextes, ces contextes, ces fenêtres d'accès, ça c'est les sessions. Et donc, pour ça, si on modifie, si on fait bien les choses, et qu'on a ce cours de base, qu'on a mis des documents dedans, si on modifie le document du cours de base, il est modifié automatiquement. Cette modification est reflétée dans toutes les sessions. La différence en fait ici, c'est que d'abord, tu n'es pas obligé d'utiliser les sessions. Si ça te convient pas, tu peux utiliser les cours. Ici, pour pouvoir faire cette réutilisation et modifier le document, tu étais obligé de faire utilisation des sessions. Ici, tu n'es pas obligé de le faire, mais aussi tu as une question de propriété. Le document lui-même, il appartient à un utilisateur en particulier. Et cet utilisateur en particulier, il veut peut-être le partager avec un autre prof, tu vois, qui lui pourrait le mettre dans ses cours qui n'ont rien à voir. Et ça, tu peux pas vraiment faire avec les sessions, puisque tu as un seul cours de base. Ici, c'est pas le même cours, tu veux le mettre dans un autre cours, dans un autre sujet. Et donc, tu pourrais cumuler et dire c'est plusieurs cours de base avec le même document. Et sur chacun de ces cours de base, tu as plusieurs sessions qui accèdent. Ça donne beaucoup plus de flexibilité. Mais le grand challenge de l'interface, c'est d'essayer de pas trop complexifier. Donc ça veut dire que il y aurait une sorte de droit de propriété sur le document. Donc moi, je crée par exemple un super document e-learning. Je le partage à mes collègues. Par contre, il n'y a que moi qui ai le droit de le modifier. Ça, c'est génial. Donc ça, c'est long terme. Donc, la fonctionnalité est là dans le Chamilo pour le faire, mais c'est pas encore implémenté. T'as pas encore d'interface pour limiter ça. Mais oui, c'est l'idée. C'est ça, un Learning Content Management System, c'est vraiment donner des droits de propriété sur un objet de façon plus cohérente. Dans la pratique, soyons honnêtes, il y a peut-être 5% des profs qui utilisent Chamilo qui utiliseront ça, quoi. C'est pas, je veux dire, les gens ne cherchent pas ce type de, la majorité des gens ne cherchent pas ce type de complexité. Ils s'en fichent un peu. C'est une complexité additionnelle à gérer. J'ai peut-être pas forcément envie de protéger mon document, etc. Par contre, il y a des profs qui ici ont besoin de ça parce que ça fait partie d'un contexte académique. Ils ont c'est eux qui ont écrit le document initial et c'est important que ça se respecte. À voir si ça va être utilisé ou pas, mais en tout cas, ça ne prendra pas une place prépondérante dans l'interface. Ce sera possible de le faire, mais on ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs qui choisissent Chamilo juste pour ça. Ok, bah merci Yannick pour cet entretien autour de la nouvelle version de Chamilo. On essaiera d'en faire une autre début septembre. Hein. On va se prendre 2 mois de vacances quand même. Il y a encore beaucoup de nouvelles fonctionnalités dont on peut parler avant la publication de Chamilo 2. Il faut prendre le temps de bien parler de chaque fonctionnalité, comme ça permet de bien aller au fond des choses et de poser aussi les besoins et les usages sur le terrain, ce qui est important aussi pour les futurs utilisateurs ou les utilisateurs actuels. Je te remercie beaucoup Yannick et je te dis à bientôt et bon été. Merci pour l'invitation et à bientôt, bonnes vacances.